Imaginez-vous à la tête d'une entreprise espagnole. Nous sommes en 2010. Vos rivaux allemands érodent systématiquement votre position sur le marché, sapant agressivement vos prix, détournant votre clientèle et inondant le marché européen de leurs exportations, tandis que votre propre entreprise subit une hémorragie de parts de marché. Une action immédiate et décisive devient impérative. Instinctivement, vous tendez la main vers le bouton de panique historique, celui désigné depuis toujours comme la dévaluation monétaire, ce levier d'urgence séculaire que les nations ont déployé pendant des siècles. Lorsque la compétitivité nationale flanche, une dévaluation de 20% rend instantanément vos exportations plus compétitives, quasiment du jour au lendemain. Cependant, alors que vous tentez d'actionner ce mécanisme crucial, vous découvrez qu'il a disparu. C'est parce qu'en 1998, avec l'adoption de l'euro par votre nation, vous ne vous êtes pas contenté d'intégrer une monnaie commune. Vous avez renoncé à un mécanisme d'évasion économique vital. Vous avez échangé l'autonomie monétaire nationale contre l'adhésion à un bloc économique exclusif. Maintenant, alors que la crise se déploie, les véritables implications deviennent d'une clarté saisissante. L'étendue totale de votre engagement. Une union monétaire conçue pour l'indissolubilité, même lorsque le désengagement devient la seule stratégie viable pour la survie économique. J'anticipe qu'une part significative d'entre vous affirme que l'euro, en réalité, a sauvé le continent européen. Considérez cette prémisse fondamentale. L'euro transcende le simple statut de monnaie. Il fonctionne comme un enfermement économique. Lorsque 11 nations souveraines ont formellement adopté l'euro comme leur monnaie légale tangible le 1er janvier 2002, cela a marqué l'éradication de deux des instruments les plus puissants de la politique économique, à savoir une politique monétaire indépendante et le mécanisme crucial d'ajustement des taux de change. Méditez sur les implications. Ce que cela implique, un taux d'intérêt unique est imposé par la Banque centrale européenne, englobant 19 économies nationales diverses. L'Espagne est rendue incapable de dévaluer sa monnaie nationale pour soutenir ses exportations. Le précédent historique qui présente une ressemblance frappante est l'étalon or. Dans le cadre de l'étalon or classique, les nations arrimaient directement leur monnaie à leurs réserves d'or. Si un déficit commercial se matérialisait, l'or quitterait l'économie, entraînant une contraction monétaire, une baisse des prix et une réduction des salaires. Les forces déflationnistes imposaient un ajustement économique, mais à un coût humain inacceptable. L'euro, de manière frappante, reproduit cette rigidité inhérente, dépourvue même des avantages théoriques. Sous l'étalon or, du moins, les nations possédaient la capacité éventuelle de déflater adéquatement et de retrouver leur position concurrentielle. L'euro, à l'inverse, abolit complètement ce mécanisme d'ajustement spécifique. Le seul mécanisme d'ajustement restant est la dévaluation interne, un régime sévère de compression des salaires, de réduction des prix et de suppression de la demande intérieure jusqu'à ce que la parité concurrentielle soit rétablie. Contemplez les profondes implications de cette réalité. Les salaires espagnols ont connu un gel quasi total au cours de la décennie s'étendant de 2000 à 2010, alors que d'autres économies de la zone euro enregistraient des augmentations de salaires de 15 à 20%. Le chômage grec a considérablement augmenté, passant de 7,8% en 2008 à un stupéfiant 24,9% en 2015. Le chômage des jeunes dans les nations périphériques a franchi la barre dévastatrice des 50%. Ce n'est pas un défaut systémique, c'est plutôt une caractéristique inhérente de la conception sous-jacente. Lors de l'adhésion à l'euro, on consent implicitement à ce que si l'adversité économique frappe, qu'il s'agisse d'une économie en surchauffe, d'une bulle éclatante ou d'un effondrement de la demande mondiale, aucune stratégie de sortie viable ne soit disponible. Le fardeau économique vous incombe. Ce fardeau économique, sur surcroît, est réparti avec une asymétrie profonde. Cependant, le paysage financier s'assombrit considérablement à ce stade. Alors que les économies périphériques se retrouvaient piégées, une nation singulière discerna les points d'appui stratégiques pour exploiter l'architecture économique prévalente. Examinons maintenant le cas de l'Allemagne. Notre analyse particulière se penche sur les mécanismes opérationnels. L'Allemagne a stratégiquement transformé l'euro en un moteur inégalé d'accumulation de capital et de transfert de richesses.
Le 20 janvier 2000, un accord fondateur fut scellé entre les syndicats et les associations patronales allemandes les plus influents. Les dividendes d'une productivité accrue furent explicitement affectés, non pas à des augmentations salariales directes. En revanche, ces gains économiques furent stratégiquement réorientés vers le développement de l'emploi et le renforcement de la compétitivité nationale. Ce paradigme stratégique fut initialement proposé en 1995 par Klaus Wickler, alors à la tête de l'influente Union IG Metall. Dès l'an 2000, ce cadre avait été formellement institutionnalisé en tant que politique économique nationale. Le calcul économique sous-jacent était d'une simplicité trompeuse. Au cours de la décennie charnière de 1999 à 2008, les coûts unitaires de main-d'œuvre au sein de l'appareil économique allemand ont affiché une stagnation remarquable. Fait capital, au sein du secteur manufacturier, bastion du pouvoir syndical, les coûts unitaires de main-d'œuvre ont enregistré une contraction significative de 9%. Parallèlement, la zone euro élargie a connu une trajectoire ascendante des coûts unitaires de main-d'œuvre, propulsée par des pressions inflationnistes dépassant constamment l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Les ramifications économiques subséquentes furent rétrospectivement entièrement prévisibles. Les volumes d'exportation allemands ont connu une augmentation explosive et sans précédent. Rien qu'en l'an 2000, la valeur des exportations a bondi de 17% de manière remarquable, se traduisant par une solide expansion de 13,5% en termes réels. Une part substantielle de 2/5 de cette croissance agrégée était directement attribuable aux exportations destinées aux autres États membres de la zone euro. Une hausse significative de 28% caractérisait alors les volumes d'exportation destinés au marché en plein essor de l'Asie du Sud-Est. L'Allemagne s'imposait alors comme l'hégémonie exportatrice incontestée à travers le continent européen. Le fondement de cette domination ne reposait point sur des innovations de rupture ou des gains de productivité miraculeux, mais bien, et de manière inébranlable, sur le socle de la modération salariale. Le consentement de la main-d'œuvre allemande à la stagnation salariale conférait un avantage compétitif déterminant, permettant aux entreprises allemandes de systématiquement sous-coter leurs homologues européens. Pourtant, l'implication la plus profonde réside dans le point suivant. De fait, cette stricte retenue salariale a directement contribué à la moitié de la divergence significative observée dans les balances commerciales intrinsèques de la zone euro. Les avantages concurrentiels acquis par l'Allemagne furent directement extraits de la vitalité économique des nations périphériques, lesquelles étaient incapables d'employer la dévaluation monétaire comme mécanisme compensatoire. Pourtant, un paradoxe émerge. Étant donné la croissance explosive des exportations allemandes, on serait en droit d'attendre que l'économie intérieure de l'Allemagne soit. Cela s'est-il traduit par une économie intérieure florissante? Les données indiquent sans équivoque le contraire. La consommation intérieure de l'Allemagne sur la période allant de 2000 à 2005 affichait un déclin annuel de 0,1%. Par contraste saisissant, l'agrégat des autres économies de la zone euro affichait une solide expansion de 3,2%. Le pouvoir d'achat des travailleurs allemands demeurait insuffisant pour alimenter une demande intérieure robuste. Le modèle économique allemand se focalisa singulièrement sur les marchés extérieurs, exportant des biens vers des acheteurs internationaux, alors même que sa propre population luttait contre la précarité financière. Une telle configuration engenda inévitablement un cycle auto-entretenu de vulnérabilité économique. L'Allemagne commença alors à accumuler des excédents de comptes courants d'une ampleur extraordinaire. En parallèle, les économies périphériques généraient simultanément des déficits de comptes courants d'une ampleur commensurable. Par la suite, les entités financières allemandes réacheminèrent ces excédents accumulés vers les États périphériques, alimentant ainsi à la fois une consommation excessive et des bulles immobilières naissantes. L'implosion inévitable de ces bulles d'actifs conduisit l'Allemagne à rapidement attribuer la faute et à imposer de sévères mandats d'austérité. En 2018, l'excédent de compte courant de l'Allemagne atteignait le chiffre stupéfiant de 32,8 milliards par mois, un montant équivalent à environ 28% de son produit intérieur brut annuel.
Ce phénomène, examiné avec un œil critique, ne signifie pas une véritable vitalité économique. Une telle dynamique est l'illustration même d'une prédation économique. La question fondamentale qui se pose alors est la suivante. Qu'est-il advenu de ce capital allemand considérable? Permettez-moi d'illustrer ce phénomène. Observez l'issue inéluctable lorsque la volatilité des taux de change est gommée et que la politique monétaire d'un continent entier est dictée par les seuls impératifs économiques de l'Allemagne. Le capital d'investissement inonde les économies périphériques. L'Espagne a vu ses taux d'intérêt réels chuter d'environ 4 points de pourcentage après son intégration au système monétaire de l'euro. La durée moyenne des prêts hypothécaires est passée d'une décennie en 1990 à près de 3 décennies en 2007. Les ménages espagnols se sont soudainement retrouvés en mesure d'obtenir des volumes de crédit jusqu'alors inimaginables. Et de fait, ils ont largement exploité cette nouvelle capacité. L'expansion du crédit en Espagne a atteint son zénith, dépassant les 25% en 2006. Sur ce total, environ 15 points de pourcentage provenaient des prêts hypothécaires résidentiels. Rien qu'en 2006, l'Espagne a commencé la construction de 856 561 nouvelles unités. Ce chiffre équivaut à près d'1 million de logements ou de maisons mis en chantier en une seule année dans un pays de seulement 40 millions d'habitants. Pour contextualiser ce phénomène, l'activité de construction résidentielle de l'Espagne en 2006 a dépassé le total des mises en chantier de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre réunies. Cette flambée n'était pas le fruit d'une demande organique du marché, mais bien plutôt celui de la disponibilité généralisée de capitaux bon marché. La Banque centrale européenne a calibré les taux d'intérêt pour l'économie stagnante de l'Allemagne, les rendant ainsi profondément inadaptés au marché espagnol en surchauffe rapide. Ces taux d'intérêt artificiellement bas ont déclenché une intense ferveur spéculative. En 2006, les secteurs combinés de la construction et de l'immobilier représentaient 18,5% du produit intérieur brut de l'Espagne, soit environ le double de la moyenne alors en vigueur dans la zone euro. Parallèlement, les institutions financières allemandes souscrivaient activement à cette activité économique expansive. De la mi-2000 à la mi-2005, les entités bancaires allemandes ont amassé environ 250 milliards d'euros en s'appuyant sur la titrisation et les instruments de papier commercial adossés à des actifs. Une part substantielle de ces flux de capitaux convergea vers l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et la Grèce, alimentant une expansion du crédit hypothécaire, du financement automobile et de la consommation générale. Ce mécanisme financier cyclique semblait orchestré à la perfection. Les institutions financières allemandes accordaient des crédits. Les emprunteurs de la périphérie déployaient alors ces fonds pour acquérir des produits manufacturés allemands et des actifs immobiliers. En conséquence, ce capital rapatrié en Allemagne, se manifestant par une augmentation des dépôts et un renforcement des réserves. La prospérité économique de l'Allemagne s'en trouvait ainsi accrue. Inversement, les économies périphériques connaissaient la formation de bulles spéculatives sur les actifs. Au Portugal, en Irlande et en Grèce, un récit cohérent se déroulait, bien qu'avec des manifestations locales distinctes. Les institutions bancaires irlandaises accordaient des prêts hypothécaires dépassant 100% de la valeur des biens, finançant ces opérations principalement via les marchés monétaires de cours. Les obligations de dette extérieure du Portugal atteignirent une ampleur finalement intenable. La stratégie d'emprunt de la Grèce finançait principalement la consommation du secteur public plutôt que d'être dirigée vers des investissements en capital véritablement productifs. Cette situation peut être comparée à fournir à un adolescent une facilité de crédit illimitée pour ensuite s'étonner qu'il en épuise la capacité en achat discrétionnaire tels que des chaussures haut de gamme et des entrées à des événements de divertissement. Inévitablement, et avec des conséquences dévastatrices, la frénésie financière cessa brusquement. Dès l'été 2007, le secteur des prêts hypothécaires subprime aux États-Unis connut un effondrement catastrophique, entraînant une paralysie mondiale des marchés du crédit. Les institutions bancaires européennes qui avaient largement financé leur opération de prêt via la titrisation se retrouvèrent brusquement coupées des nouveaux afflux de capitaux. L'ajustement économique de l'Espagne en particulier se manifesta par des répercussions immédiates et sévères.
Le lancement de nouvelles constructions résidentielles chuta de 855 000 unités en 2006 à seulement 34 873 en 2014. Considérez les implications profondes. Près d'un million de nouveaux projets de logement lancés en une seule année pour ne s'élever qu'à 34 8 ans plus tard. Dans le seul secteur de la construction, le chômage augmenta de 170%, un chiffre alarmant au cours de la période allant de l'été 2007 à 2008. Năm 2002, le taux de chômage national en Espagne avait grimpé à un niveau stupéfiant de 27%. Le taux de chômage des jeunes dépassait les 53% en 2014. La valeur des biens immobiliers résidentiels espagnols s'est dépréciée de 8% en 2008. Par la suite, en 2013, cette baisse s'était accentuée pour atteindre 37% par rapport à leur sommet d'avant la crise. Les ménages ayant acquis des biens immobiliers au zénith du marché se sont retrouvés en situation de capitaux propres négatifs. Les institutions financières, alourdies par ces actifs hypothécaires, faisaient face à une insolvabilité imminente. L'architecture financière entière de la nation se trouvait au bord du gouffre. Il est crucial de noter, cependant, que l'Espagne n'avait pas la capacité souveraine de dévaluer sa monnaie. Elle ne pouvait pas non plus mettre en œuvre unilatéralement des réductions de ses taux d'intérêt directeurs. L'option d'imprimer de la monnaie pour recapitaliser son secteur bancaire en difficulté était également indisponible. Par conséquent, le seul recours viable était une stratégie de dévaluation interne. Cela impliquait une compression agressive des salaires, des coupes sévères dans les dépenses publiques et la permission au chômage de s'aggraver jusqu'à ce que les niveaux de prix diminuent suffisamment pour rétablir la compétitivité économique. Sur le plan quantitatif, le marché du travail espagnol a perdu un nombre stupéfiant de 3,8 millions de postes entre 2007 et 2013. Réfléchissez à l'ampleur profonde de ce chiffre. Il s'agissait de 3,8 millions d'individus, y compris des professionnels qualifiés tels que des infirmiers et des ingénieurs. Des segments clés de la main-d'œuvre, du bâtiment aux industries de services, ont vu leurs sources de revenus brutalement coupées. Le chômage des jeunes a transcendé une simple poussée cyclique, évoluant vers un problème structurel profondément enraciné. Năm 2006, près de 46% des jeunes adultes espagnols sans emploi avaient enduré le chômage pendant plus d'un an. Un exode significatif s'en suivit. L'émigration a bondé. Les diplômés universitaires les plus prometteurs et les professionnels hautement qualifiés d'Espagne se sont réinstallés dans des pôles économiques comme l'Allemagne et le Royaume-Uni à la recherche d'opportunités d'emploi viables. Cette fuite des cerveaux a atteint des proportions inédites depuis la guerre civile espagnole. Parmi mes interlocuteurs figurait un ingénieur logiciel espagnol, Miguel, qui a relaté une période de chômage de 2 ans après l'obtention de son diplôme à partir de 2010, durant laquelle plus de 300 candidatures n'ont abouti à aucune réponse positive. Finalement, il a déménagé à Berla, trouvant un emploi en moins de 3 semaines. Son constat amer était le suivant. L'Espagne n'offre aucune perspective, l'Allemagne, si. Pourtant, si la détresse économique de l'Espagne semble sévère, la crise qui se déroule en Grèce présente un récit encore plus sombre. En janvier 2000, l'administration socialiste grecque fraîchement élue a fait une révélation stupéfiante. Le déficit budgétaire de la nation, initialement annoncé à 6%, dépassait en réalité 12% du PIB avant d'être ajusté à la hausse à 15,4%. Pendant une longue période, la Grèce avait systématiquement manipulé ses statistiques économiques, dissimulé sa dette souveraine et commis des irrégularités comptables pour satisfaire aux exigences d'entrée rigoureuses de la zone euro. Au milieu d'une crise grandissante, cette supercherie fiscale a été exposée. Les marchés financiers ont réagi avec une panique aiguë, remettant en question la véracité des données rapportées par d'autres États membres. Une réévaluation soudaine de la part des investisseurs a suggéré que le défaut souverain parmi les économies périphériques de la zone euro représentait un risque tangible. Les rendements des obligations souveraines émises par la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne ont monté en flèche de manière spectaculaire. En avril 2000, la Grèce s'est retrouvée complètement exclue des marchés de capitaux internationaux. L'Union européenne et le Fonds monétaire international sont intervenus avec un montant initial de 110 milliards d'euros.
L'Allemagne a contribué la part la plus substantielle, s'élevant à 22 milliards d'euros. En contrepartie, la Grèce s'est engagée à mettre en œuvre des mesures d'assainissement budgétaire totalisant 30 milliards d'euros via des réductions de dépenses et des améliorations des recettes. Le régime d'austérité imposé était à la fois rigoureux et pro-cyclique. Cette politique a exacerbé le ralentissement économique en comprimant la demande globale au moment même où la récession s'intensifiait, aggravant ainsi la contraction. Le produit intérieur brut de la Grèce a chuté d'un quart entre 2009 et 2014. Pour souligner la gravité de la situation, l'économie hellénique s'est contractée de 25%. Le chômage a bondi de 7,8% en 2008 pour atteindre un niveau vertigineux de 24,9% en 2015. Pour les jeunes générations, le chômage a dépassé le seuil symbolique des 50%. Tragiquement, les taux de suicide ont augmenté de 35% tout au long de cette période de turbulence économique. La prévalence sur un mois de la dépression sévère s'est accrue de 3,3% en 2008 à 12,3% en 2013. Même avec des plans de sauvetage substantiels, le ratio dette PIB de la Grèce est passé de 127% en 2009 à un niveau insoutenable de 179% en 2017. Cette flambée n'était pas principalement due à une augmentation absolue significative de la dette qui n'a progressé que de 6%, mais plutôt à l'effondrement catastrophique du dénominateur du PIB. Năm 2022, la Grèce a obtenu un deuxième plan de sauvetage s'élevant à 130 milliards d'euros, notamment caractérisé par une décote de 53,5% sur des obligations souveraines grecques détenues par des acteurs privés. Cela représentait 197 milliards d'euros de dette restructurée. Un troisième programme d'aide financière, évalué à 86 milliards d'euros, a été accordé en 2015. La Grèce a fait défaut de manière notoire sur un paiement au Fonds monétaire international en juin 2015, mais a finalement réussi à conserver son adhésion à la zone euro. Ce n'est qu'en août 2018 que les programmes de sauvetage prolongés de la Grèce ont été officiellement achevés. Bien que la nation soit restée sous une stricte surveillance externe, le discours dominant promettait que les mesures d'austérité conduiraient à une restauration économique. Au lieu de cela, ces politiques ont décimé une économie entière, ravagé une génération et clairement révélé que les règles fondamentales de la zone euro sont intrinsèquement conçues pour protéger les créanciers, souvent au détriment grave des nations débitrices. Alors que la Grèce subissait sa conflagration économique, les capitaux quittaient simultanément la périphérie de la zone euro à un rythme sans précédent. Permettez-moi d'élucider un mécanisme crucial mais largement mal compris. Les soldes Target 2. Target 2 représente le système de paiement interbancaire utilisé par les banques centrales de la zone euro pour faciliter et régler les transactions transfrontalières. Si un citoyen grec transfère des fonds vers un compte bancaire allemand, la Banque de Grèce enregistre un passif correspondant, tandis que la Bundesbank enregistre un crédit équivalent. Avant 2008, ces sommes étaient comparativement négligeables, s'élevant à environ 100 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres, principalement parce que les marchés financiers privés étaient les principaux financeurs des mouvements de capitaux transfrontaliers. Après la crise, les investissements privés ont rapidement déserté les économies périphériques, cherchant refuge dans la stabilité perçue de l'Allemagne. Les dépôts bancaires grecs ont connu une baisse vertigineuse de 17% au cours de la seule année 2011. Depuis Huy Minh Trấn, on estime que 65 milliards d'euros de capitaux ont quitté la Grèce. Sur ce montant, 15 milliards d'euros se sont déversés sur des comptes étrangers, un tiers étant dirigé vers la Grande-Bretagne et 10% vers la Suisse. Parallèlement, les dépôts bancaires espagnols ont diminué de près de 3%, tandis que les dépôts italiens ont enregistré une réduction d'un peu moins de 2%. En contraste frappant, les dépôts allemands ont augmenté de 3%. Et les dépôts français ont bondi de 10% sur la même période. Cet exode significatif de capitaux se manifeste directement par des déséquilibres Target 2 prononcés. À la mi-2012, la position Credit Target ra de la Bundesbank allemande avait atteint environ 900 milliards d'euros. Cette somme a grimpé à 1,82 milliards d'euros en mai 2023, représentant environ 28% du produit intérieur brut de l'Allemagne.
L'Italie et l'Espagne ont collectivement accumulé des passifs target de totalisant 1.400 milliards d'euros, soit l'équivalent d'environ 32% de leur PIB combiné. Considérons les profondes implications de cette architecture financière. Si l'Italie ou l'Espagne envisageaient une sortie de la zone euro, elles seraient contraintes de s'acquitter intégralement de ces passifs, une exigence soulignée par la correspondance de Mario Draghi au Parlement européen en 2017. Le règlement de plus de 600 milliards d'euros nécessiterait soit des transferts fiscaux sans précédent, soit une restructuration calamiteuse de la dette souveraine. Cette contrainte financière élucide l'enfermement des nations périphériques. Une sortie de la zone euro déclencherait un pandémonium financier généralisé, précipitant des paniques bancaires, des risques de redénomination monétaire et des litiges juridiques prolongés sur des milliers de milliards de créances transfrontalières. Inversement, rester au sein du système implique un état de subordination économique durable. Target 2 ne fonctionne pas simplement comme un mécanisme de paiement. Il représente plutôt un scénario de prise d'otage financier où l'immense dette de la périphérie envers le centre rend toute sortie un acte d'autodestruction économique. Par conséquent, ces nations persistent au sein de la zone euro, même au milieu d'une stagnation économique persistante. Dès lors, si la dévaluation monétaire est rendue impossible et qu'une sortie s'avère économiquement suicidaire, quelles options viables subsistent? Le remède économique prescrit, la dévaluation interne. Cette stratégie impose des réductions salariales agressives, des baisses de prix substantielles et la permission au chômage de monter en flèche jusqu'à ce que la compétitivité économique soit rétablie. L'application historique de cette politique en Espagne a entraîné une réduction de 5% des salaires du secteur public, la suspension de la prime traditionnelle du 14e mois pour les travailleurs espagnols, et une diminution de 8,9% des dépenses publiques en 2013. Le Portugal, sous les mandats rigoureux du programme UE-FMI, fut contraint de mettre en œuvre de sévères coupes salariales et de pensions. L'Italie a entrepris des réformes du marché du travail spécifiquement conçues pour réduire les coûts unitaires de main-d'œuvre. La théorie économique fondamentale postulait une chaîne simple. Des salaires réduits entraînent des prix plus bas, ce qui facilite à son tour des exportations moins chères, renforçant ainsi la compétitivité et catalysant finalement la reprise économique. Pourtant, ce cadre théorique s'est avéré inefficace. Une contraction des niveaux de salaire précipite invariablement une réduction des dépenses de consommation. La consommation globale chute, entraînant une érosion des revenus pour les entreprises. La formation de capital diminue et le chômage s'intensifie invariablement. Cette dynamique enclenche un cycle auto-entretenu de nouvelles compressions salariales, de réduction supplémentaire des dépenses et de pression déflationniste accrue. Ceci constitue une spirale économique de déclin auto-entretenu. La recherche empirique sur l'Espagne a élucidé que la dévaluation interne se heurtait à une structure économique caractérisée par une demande tirée par les salaires. La diminution des salaires a directement érodé le pouvoir d'achat des ménages, ce qui a à son tour réduit la consommation globale, approfondissant ainsi l'environnement récessionniste. Bien que la performance des exportations ait enregistré une amélioration marginale, la profonde destruction de la demande infligée à l'activité économique intérieure a largement dépassé les gains générés par les exportations. Le taux de chômage des jeunes en Espagne a persisté au-dessus de 40% en 2012. Tandis que le taux global a dépassé 25% jusqu'en 2018. Bien que le chômage ait finalement reculé, la reprise économique subséquente a exigé plusieurs années de croissance sous-optimale et de stagnation prolongée des investissements. L'Italie, dans sa trajectoire historique, offre une illustration encore plus prononcée et édifiante. Nonobstant des réformes comparables du marché du travail, la part de l'Italie dans les importations mondiales a diminué de 4,5% en 1999 à seulement 2,9% en 2016. La politique de modération salariale s'est finalement avérée insuffisante pour corriger les entraves structurelles profondes qui freinaient la compétitivité des exportations italiennes. La vulnérabilité systémique inhérente. Si une nation isolée peut recourir à la dévaluation interne pour se réajuster face à des partenaires commerciaux solides,
Une application synchronisée de cette stratégie à l'échelle de l'ensemble de la zone euro précipite inévitablement une déflation continentale et une érosion catastrophique de la demande, plutôt que de permettre un véritable réalignement compétitif. Cette approche s'apparente à de l'auto-sabotage, une bévue stratégique qui paralyse la propre capacité d'une nation à prospérer. En effet, si une réduction superficielle du fardeau peut être obtenue, le coût en est une hémorragie débilitante de ressources vitales. Non 2018, l'excédent de la balance courante allemande avait atteint le montant stupéfiant de 32,8 milliards d'euros par mois, ce qui équivalait à environ 28% de son PIB sur une base annualisée. Ce chiffre tronçonne la simple performance d'exportation impressionnante. Il servent plutôt d'indicateur flagrant d'un profond déséquilibre structurel. La vérité fondamentale est la suivante. Les excédents persistants de l'Allemagne sont inextricablement liés à et nécessitent même des déficits correspondants chez ses partenaires périphériques. Une nation ne peut maintenir un excédent d'exportation sans qu'une autre nation n'enregistre simultanément un excédent d'importation. Ainsi, l'ascendant économique de l'Allemagne est directement corrélé à l'érosion économique de ses homologues périphériques. Dépourvues de l'outil monétaire souverain qu'est la dévaluation monétaire, les économies périphériques sont contraintes de réduire leurs importations par les mécanismes rigoureux de l'austérité budgétaire et de l'augmentation du chômage. Cela initie un cycle auto-entretenu. Les récessions qui s'aggravent entravent la réduction de la dette, nécessitant davantage d'austérité, ce qui à son tour exacerbe le ralentissement économique. L'excédent substantiel de l'Allemagne ne signifie pas intrinsèquement une productivité supérieure ou une innovation révolutionnaire. Il fonctionne plutôt comme le reflet inverse de la profonde crise économique de l'Europe du Sud. Néanmoins, les décideurs politiques allemands réprimandent fréquemment les nations périphériques concernant la rectitude budgétaire et les ajustements structurels, tout en omettant ostensiblement de faire face à leur propre déséquilibre économique enraciné. Le pacte budgétaire de 2002 a formellement codifié l'austérité comme un principe fondamental du droit de la zone euro, mais a ostensiblement omis tout mécanisme d'application obligeant les nations excédentaires à stimuler la demande intérieure ou à augmenter les niveaux de salaire. C'est une ironie frappante que ces cadres réglementaires imposent exclusivement des contraintes aux nations déficitaires tout en exemptant constamment celles qui affichent des excédents persistants. On pourrait observer l'architecture du système, apparemment conçu pour servir exclusivement les intérêts allemands. Le coût humain profond, cependant, exige notre attention immédiate. Permettez-moi d'en esquisser les contours. En 2014, l'Espagne a vu son taux de chômage des jeunes dépasser le seuil ahurissant de 50%. La Grèce, de manière similaire, était aux prises avec des chiffres dépassant également la barre des 50%. Ces chiffres transcendent la simple abstraction statistique. Ils incarnent les réalités vécues par des individus. Nous parlons de diplômés universitaires, de professionnels qualifiés et de jeunes familles, condamnés à endurer de longues périodes de chômage et de sous-emploi. Les trajectoires de carrière établies furent fondamentalement disloquées. Des compétences essentielles, tragiquement, sont restées inexploitées. Le potentiel de revenu global sur toute une vie pour ces cohortes fut irrémédiablement diminué. Confronté à la stagnation, une part substantielle de cette population a opté pour l'émigration plutôt que d'attendre une reprise économique insaisissable. La période allant de 2015 à 2020 a été le théâtre d'un exode significatif de la jeunesse la plus instruite d'Espagne et de Grèce qui a migré vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres nations offrant des perspectives d'emploi viables. Une telle fuite des cerveaux constitue une érosion irrécupérable du capital humain national. Nous observons des médecins grecs formés en Grèce exerçant en Allemagne, des ingénieurs espagnols contribuant à Londres et des enseignants portugais instruisant en France. Les nations périphériques avaient supporté l'investissement substantiel dans leur formation intellectuelle. Inversement, les économies centrales en rendent désormais les bénéfices qui en découlent. Des recherches approfondies démontrent sans équivoque que le chômage vécu avant l'âge de 25 ans impose des conséquences indélébiles et à vie sur le potentiel de revenus et la trajectoire de carrière. La crise de la zone euro, de manière critique, n'a pas seulement précipité un chômage transitoire. Elle a plutôt forgé une génération perdue,
dont le potentiel de revenu fondamental a été systématiquement sapé avant même que leur vie professionnelle ne puisse réellement commencer. Je me souviens d'une conversation avec Sofia, une médecin grecque qui, malgré ses qualifications, a enduré une année de chômage avant de déménager à Munich en 2013. Elle a raconté: Ma formation professionnelle s'est déroulée en Grèce. Ma rémunération provient désormais de l'Allemagne. Pourtant, la Grèce s'interroge toujours sur la source de notre mécontentement. En conséquence, après une décennie marquée par les crises financières, les plans de sauvetage, l'austérité budgétaire et un chômage généralisé, la zone euro a-t-elle réellement atteint la convergence? La prémisse fondamentale de l'intégration européenne était d'une simplicité désarmante. Les nations économiquement périphériques devaient progressivement s'aligner sur les pays du cœur en termes de capacité productive et de niveau de vie. Les ressources financières étaient censées affluer des régions prospères vers les moins favorisées. Les avancées technologiques et les connaissances spécialisées devaient se diffuser. La prospérité universelle était le résultat escompté. Cette attente est restée lettre morte. Alors que les nouveaux États membres de l'Union comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et les États baltes ont bien montré une convergence entre 1995 et 2008, cette tendance a ralenti pour les nouveaux entrants après la crise et s'est complètement inversée pour les nations d'Europe du Sud. Les revenus par habitant en Europe du Sud ont chuté de 4,5% de la moyenne de l'UE avant la crise à 4,20% par la suite. La disparité économique s'est considérablement creusée. Des centres urbains florissants comme Francfort, Amsterdam et Londres ont connu une explosion de productivité. Les régions périphériques, en revanche, ont subi une stagnation économique. Le schéma qui se dessine est indubitable. La zone euro, loin de réduire les disparités économiques, les a exacerbées. Des forces centripètes ont concentré le capital, la main-d'œuvre qualifiée et les industries à forte valeur ajoutée au sein des économies centrales déjà florissantes. Les zones périphériques ont subi l'exode de leur main-d'œuvre la plus productive par la migration et restent cantonnées à des activités économiques à faible productivité. Des études empiriques indiquent que la divergence économique régionale en Europe s'est intensifiée depuis 2008, suggérant que le déséquilibre concurrentiel n'est pas simplement cyclique, mais intrinsèquement tissé dans la structure fondamentale de la zone euro. La jeunesse de l'euro reposait sur l'ambition de l'unification européenne. Cependant, son résultat réel a été l'enracinement d'une périphérie économique perpétuelle, prise au piège dans un état de subordination. Ceci nous amène à la question fondamentale. Pourquoi ces nations périphériques persistent-elles au sein d'un tel cadre? La dure vérité est que les scénarios alternatifs présentent des implications encore plus catastrophiques. C'est là le enfermement économique. Les États périphériques sont confrontés à un choix binaire. Chaque voie, cependant, est semée d'embûches redoutables. La première voie implique de rester au sein de la zone euro, consentant ainsi à une sujétion économique perpétuelle, à la mise en œuvre de mesures d'austérité draconiennes, à une émigration significative de sa jeunesse, à des périodes prolongées de stagnation économique et à opérer sous un régime réglementaire largement dicté par les intérêts allemands. La seconde alternative, tout aussi redoutable, est de se retirer de la zone euro. Ceci impliquerait de faire face à d'immenses passifs Target 2, estimés à 600 milliards d'euros pour l'Espagne et à des chiffres comparables pour l'Italie, déclenchant de profonds risques de redénomination monétaire, précipitant des paniques bancaires généralisées à mesure que les capitaux fuient, observant la décimation des épargnes nationales et des fonds de pension et faisant face au spectre de l'hyperinflation, d'une grave dépression ou d'une combinaison des deux. Une telle démarche risquerait de déclencher une instabilité financière d'une ampleur comparable à la crise hyperinflationniste de l'Allemagne de Weimar ou au défaut souverain de l'Argentine en 2001. Compte tenu du caractère désastreux des deux options, aucune ne présente de solution viable, expliquant ainsi l'enfermement persistant de ces nations périphériques. La zone euro, dans sa configuration actuelle, ne parvient pas à fonctionner comme une véritable union monétaire. Elle fonctionne plutôt comme un enclos économique, dépourvu de tout mécanisme d'évasion discernable.
En outre, la durée prolongée de l'adhésion exacerbe la difficulté d'un départ à mesure que les dettes souveraines s'accumulent, que le déséquilibre Target 2 s'accroisse et que le chaos potentiel découlant d'une sortie s'intensifie à un degré encore plus dévastateur. Bien que la déclaration de Mario Draghi en 2012, quoi qu'il en coûte, ait temporairement apaisé les anxiétés des marchés financiers, elle n'a fondamentalement pas réussi à s'attaquer aux déficiences structurelles sous-jacentes. La Banque centrale européenne possède la capacité d'éviter les crises de défaut souverains grâce à ses programmes d'achat d'obligations. Cependant, elle reste incapable de rétablir la compétitivité économique ou de favoriser une croissance durable au sein des économies périphériques. Ainsi, le dilemme fondamental persiste sans résolution. Est-il vraiment envisageable que la zone euro fonctionne comme une authentique union monétaire en l'absence de transferts fiscaux substantiels des nations centrales vers les périphériques ou sans une restructuration complète de la dette? Alternativement, peut-elle fonctionner sans mécanisme de sortie clairement défini et viable? L'analyse des précédents historiques, en particulier l'expérience des États-Unis, suggère fortement une issue négative. Les États-Unis fonctionnent comme une union monétaire fonctionnelle soutenue par une architecture fiscale fédérale conçue pour réallouer les ressources financières de ces régions les plus prospères vers celles en difficulté économique. Les contributions fiscales du Texas sont le socle de la solvabilité du Mississippi. De même, la puissance économique de la Californie octroie une subvention à la Virginie occidentale. La zone euro, à l'inverse, est dépourvue de tout mécanisme de transfert fiscal comparable et le paysage politique rend son instauration une gageure insurmontable. L'électorat allemand demeure réticent à entériner des transferts fiscaux pérennes vers des nations telles que la Grèce. Les contribuables d'Europe du Nord ne consentiront pas à financer les engagements de retraite de leurs homologues sud-européens. Ainsi, la zone euro se trouve inextricablement prise au piège entre deux positions stratégiques fondamentalement intenables. L'une des voies exige une redistribution fiscale permanente des richesses des économies septentrionales vers les méridionales, un obstacle politiquement infranchissable, ou bien d'admettre que la structure même de l'union monétaire entrave son fonctionnement équitable pour l'ensemble des États membres participants. L'euro d'un point de vue financier fonctionne comme un piège inéluctable, à l'image d'un roach motel. Les nations membres peuvent aisément y adhérer, mais leur sortie demeure, de fait, effectivement proscrite. Pour récapituler, l'Allemagne a stratégiquement mis en œuvre des politiques de compression salariale, accumulant ainsi de prodigieux excédents d'exportation, lesquels furent ensuite octroyés sous forme de crédits aux capitaux de ses homologues périphériques, gonflant par inadvertance des bulles spéculatives insoutenables tant dans l'immobilier que dans la demande des consommateurs. Lorsque ces bulles spéculatives éclatèrent inévitablement, les économies périphériques furent privées de l'option cruciale de la dévaluation monétaire. De surcroît, elles étaient dépourvues de l'autonomie nécessaire pour mettre en œuvre des réductions de leur taux d'intérêt directeur. En conséquence, elles furent contraintes à un régime brutal de dévaluation interne, se manifestant par une compression salariale généralisée, un chômage de masse endémique et, in fine, un effondrement économique systémique. Les opérations de sauvetage qui s'en suivirent réaffectèrent systématiquement les pertes financières des créanciers du secteur privé vers le contribuable public. La mise en œuvre des politiques d'austérité a manifestement exacerbé l'ampleur et la durée des récessions subséquentes. L'émigration massive de la jeunesse s'en suivit, marquant la perte irréversible d'une cohorte démographique essentielle à la vitalité économique future. Simultanément, l'excédent courant de l'Allemagne atteignit un niveau sans précédent de 28% de son produit intérieur brut. Le déséquilibre Target A accumulé dépassa le seuil ahurissant d'1 billion d'euros. Les économies constitutives de la zone euro affichaient une divergence prononcée, contredisant directement le principe fondateur de convergence. Pour la périphérie sud-européenne, les promesses fondatrices d'intégration européenne, de prospérité partagée et de convergence économique s'avérèrent in fine illusoires. La monnaie unique, contrairement à son objectif affiché, n'a pas réussi à favoriser l'unité continentale. Au lieu de cela, elle a engendré une hiérarchie immuable,
positionnant l'Allemagne comme puissance dominante et ancrant les économies périphériques dans un état de subordination structurelle. Le constat le plus accablant et le plus crucial est l'absence apparente de tout mécanisme de sortie viable de cette impasse. Toute tentative de retrait précipiterait inévitablement un profond désarroi financier. Inversement, le maintien de l'adhésion impose l'acceptation d'une stagnation économique prolongée s'étendant sur des décennies. L'euro, fondamentalement, n'est pas qu'un simple moyen d'échange. Au lieu de cela, il opère comme un mécanisme de confinement économique. Par conséquent, les nations périphériques purgent effectivement des condamnations économiques à perpétuité pour des défaillances systémiques qui dépassent leur culpabilité directe. Cette analyse débouche donc sur une interrogation cruciale soumise à votre réflexion. La trajectoire de l'euro signifie-t-elle un succès retentissant en matière d'intégration monétaire ou bien constitue-t-elle un puissant récit d'avertissement quant à ses failles structurelles? Une union monétaire dépourvue d'une contrepartie budgétaire robuste peut-elle véritablement maintenir sa viabilité à long terme? Non, plus inquiétant encore. La zone euro représente une construction structurellement instable, une bombe à retardement financier, attendant le déclenchement inéluctable de la prochaine crise systémique. Je vous invite à partager vos perspectives éclairées dans la section des commentaires. De plus, si vous estimez que votre nation pourrait naviguer avec succès une sortie stratégique de l'euro, je vous exhorte à articuler les mécanismes économiques et politiques précis impliqués. Je suis particulièrement désireux d'examiner les spécificités de votre stratégie de survie économique proposée. Pulvériser ce bouton j'aime, bien moins complexe que la refonte du cadre budgétaire de la zone euro. Abonnez-vous maintenant pour notre prochaine analyse approfondie, où nous déconstruirons méticuleusement le modèle économique allemand, nous interrogeant si sa force apparente est réellement intrinsèque ou simplement une conséquence de l'exploitation de ses partenaires périphériques. Pour une analyse plus approfondie, consultez la description pour des sources complètes, des graphiques éclairants et des données cruciales sur le solde Target 2, car les pleines implications de cette saga ne sont véritablement comprises que lorsque vous confrontez les chiffres de première main. Notre gratitude pour votre engagement. Bienvenue sur Chronique de la richesse, où nous décryptons les rouages financiers complexes, souvent élaborés pour entretenir le flou économique.